Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas faite depuis au moins un an. À peu près, il me semble. Je n'ai plus la date exacte et je n'ai pas regardé dans mes précédentes vidéos, je n'avais pas envie. Je voulais vraiment faire quelque chose de spontané donc j'ai pas regardé. Et donc... Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai acheté depuis le dernier haul. Alors il n'y a pas énormément de choses à vous montrer, ça va pas être non plus un haul qui va durer 300 heures. Non, c'est quelque chose qui va être assez court je pense, quand même un petit peu parce que j'ai quelques histoires à vous raconter. Ça tournera autour des 45 minutes, je pense. Peut-être moins, je ne sais pas. Je vous ai déjà montré une bonne partie de tout ce que j'ai acheté précédemment en réel, notamment par rapport à tout ce qui est textile. Donc je vous remettrai en barre de description directement les réels où je vous montre ce que j'ai acheté en fait. Voilà, comme ça vous évitera d'avoir un doublon et de les avoir ici parce que j'aurais pu le montrer mais je sais pas au final si ça vous intéresserait ou pas étant donné que j'avais déjà fait des vidéos courtes, mais bon c'est vrai qu'en même temps je ne montrais pas vraiment tout en détail l'entièreté des textiles. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous voulez une partie 2 de ce haul avec uniquement les textiles pour que je puisse vous les montrer. Alors pour commencer ce haul, on va commencer par les objets que je vous ai déjà montrés mais que j'ai quand même intégrés puisque ce sont des choses que j'ai acheté en l'espace d'un an. Il n'y a vraiment pas grand chose puisque ce sont les objets que j'ai achetés qui sont vintage ou anciens. Donc du coup voilà, et encore je les ai achetés, c'est pas vraiment moi qui les ai achetés, c'est plutôt quelque chose qu'on m'a offert étant donné que je les ai achetés avec de l'argent de poche qu'on m'a donné pour Noël et mon anniversaire. Donc ce n'est pas vraiment moi qui les ai achetés, même si techniquement parlant c'est quand même moi qui ai appuyé sur commander. Alors on va commencer tout de suite par le premier objet que j'ai donc du coup acheté avec cet argent et qui était de la cagnotte que j'ai reçue pour Noël. Voilà tout simplement. Alors je vous l'ai déjà montré puisque j'ai fait une vidéo à ce propos, d'ailleurs je vous le mettrai dans le petit i si je n'oublie pas encore une fois puisque je l'oublie tout le temps, c'est affreux, il faut, même en me mettant des post-it, j'oublie tout le temps de vous mettre dans le i les vidéos associées quand je parle, c'est juste infernal, ça doit être un enfer pour vous après derrière qui voulez voir les vidéos si vous voulez les voir, mais je sais pas, à chaque fois j'oublie et quand je me dis va le faire, et c'est un moment où je suis occupée et je continue d'oublier en fait, c'est n'importe quoi, c'est... Bon, bref, je vous le remonte encore une fois, il s'agit de ma clavette pour châtelaine. Donc il s'agit d'une clavette qui est datée aux environs de 1880, début 1900 et qui est gravée, alors ça a été vraiment le coup de bol pas possible, des initiales de mon nom et de mon prénom. Donc M pour Mélanie et le G pour mon nom de famille, voilà. Et donc la petite plaque ici est en argent et sur l'arrière et au niveau de l'anneau ici c'est du fer. Voilà, on peut voir les traces de fer, on peut voir les traces d'oxydation du fer ici avec les traces rouges et les traces noires. Donc c'est un mélange de fer et d'argent au niveau de la gravure. Voilà, et donc j'étais assez contente de pouvoir l'avoir trouvé un 25 décembre. Quand j'ai reçu les petits ciseaux, c'est pareil, je vous en parle dans cette vidéo là qui sont des pièces de châtelaine. J'ai regardé directement voir si je pouvais pas trouver un anneau, un crochet, c'est comme ça que je l'appelais à l'époque parce que je ne savais pas le nom de cette pièce là, donc c'est bien une clavette, voilà, ou clavelle, ça dépend selon les personnes. Donc quand je l'ai trouvé, en tapant le nom, une fois que j'ai trouvé le nom, quand j'ai tapé dans le moteur de recherche, c'est le premier résultat en fait que m'a donné le site. Alors franchement je n'en revenais pas parce que le pourcentage pour que cela arrive, je crois qu'il est de l'ordre du 1 sur 10 000, quelque chose comme ça. Je me suis pas penchée sur la question plus que ça, mais je pense vraiment que ça doit être vraiment minime. Donc voilà, je suis contente de pouvoir l'avoir trouvé. Et d'ailleurs j'ai eu un commentaire à ce propos sous la vidéo que j'ai tout simplement adoré et qui était: ça se trouve, tu es la petite filleute de cette femme là qui a les mêmes initiales que toi aujourd'hui. J'ai adoré le parallèle pour le coup avec le cinéma français, si vous avez la référence, et en même temps sur cette histoire donc qui m'appartient et qui appartient à cette femme pour le coup, d'avoir les mêmes initiales. J'ai vraiment adoré ce commentaire et c'est d'ailleurs une réflexion que je m'étais faite. Je pense que c'est un peu anthologique maintenant cette réplique de film. Je pense qu'elle est devenue oui, une anthologie en France dans cette petite chose là et franchement c'est vraiment
vraiment génial et c'était un commentaire que j'adorais vraiment au top. Alors ensuite pour mon anniversaire, il me restait un petit peu d'argent de Noël. Enfin il me restait un petit peu, il me reste encore d'ailleurs donc il me restait pas qu'un petit peu. Plus j'ai reçu de nouveau de l'argent pour mon anniversaire. Alors autant vous dire que du coup je suis assez économe quand même, j'économise pas mal. J'ai d'ailleurs un projet que j'aimerais faire avec ce qu'il me reste à voir, je vous en parlerai sur la chaîne plus tard si jamais ça se concrétise. Mais j'ai également acheté toujours sur un site de revente d'antiquités une châtelaine. Alors non, c'est pas vraiment une châtelaine, ça s'appelle une châtelaine dans ce contexte-là, mais ce n'est pas une châtelaine telle qu'on l'entend pour les châtelaines des femmes qu'on portait à la ceinture. Autant, alors je dirais clairement des vikings, puisque c'est l'ancêtre de la châtelaine, jusqu'aux années 1950. Voilà, non, ce n'est pas ça, c'est plutôt une châtelaine unique à simple chaîne qui était là pour maintenir une montre à gousset. Et donc j'ai craqué sur celle-ci, alors j'avais craqué sur plusieurs, je vous en parle également dans la vidéo spéciale, mes cadeaux d'anniversaire qui correspondaient aux cadeaux d'anniversaire que j'ai eu, qui étaient antiques, anciens ou vintage et qui donc s'inscrivaient dans l'univers de ma chaîne. Je n'ai pas parlé des autres, ça ne servait à rien honnêtement. Il y a des choses qui n'entrent pas dans le contexte de la chaîne et que je ne partagerai tout simplement pas pour ça, pour ne pas faire de hors sujet. Et donc du coup je vous en ai parlé dans cette vidéo. Il s'agit donc d'une chaîne comme celle-ci pour pouvoir accrocher une petite montre à gousset qui était un des cadeaux d'anniversaire. D'ailleurs j'ai 2-3 petites vidéos shorts à ce propos qui devraient sortir bientôt. Faut que je les tourne mais ça devrait sortir bientôt, ainsi qu'une vidéo normalement spéciale sur l'histoire des montres à gousset, la manière dont elles ont été inventées, comment elles ont été construites en premier et tout ça. J'ai encore des recherches à faire donc c'est pas pour tout de suite mais j'en ferai une, c'est sûr et certain. Normalement d'ailleurs je vous avais parlé lors d'une dernière vidéo, c'était les 5 raisons de ne pas acheter une machine à coudre ancienne pour coudre, qui était la seconde partie de ma vidéo 5 raisons de coudre avec des machines à coudre anciennes. Voilà, c'était pour clore la petite série, le petit duo de vidéos spéciales à ce propos. J'avais un projet à propos de cette montre que j'avais laissée chez mon bijoutier en révision et un peu en réparation puisque visiblement elle avait souffert du transport au moment de l'envoi, mais j'avais proposé donc du coup à mon bijoutier de faire un reportage sur l'entretien, pas complet, pas total pour pas non plus lui voler son travail, voilà, parce que c'est quand même un travail qui est long, c'est un travail pour lequel on fait des études, énormément d'études, donc j'avais pas envie de faire quelque chose de complet et où tout le monde après pourrait s'en servir. Non, c'était tourner autour de cette montre là et tourner autour d'une interview derrière sur son métier. Et il n'a pas accepté. Voilà, donc du coup ça tombe à l'eau, mais ça ne m'empêchera pas de faire une vidéo spéciale sur l'histoire des montres à gousset. Donc ça devrait sortir bientôt, je ne sais pas quand, mais j'ai énormément de projets en ce moment. Je vous avais aussi de la vidéo à propos de Singer notamment, donc sur les machines, l'histoire des machines, comment il a acheté les brevets et comment il en a plus ou moins volé d'autres, voilà, pour pouvoir faire sa machine, qui l'a inventé en premier. Parce que non, ce n'est pas Singer, ce n'est pas non plus timonier, donc ce n'est ni timonier ni Singer, c'est une autre personne totalement invisible qui a complètement été oubliée de l'histoire et dont j'ai retrouvé des archives en Allemagne. Donc vive internet, vive les VPN surtout, vive les VPN, parce que ça permet d'avoir accès à toute une banque de données impressionnante qu'on n'a pas accès forcément en France. Donc je vous en parlerai également dans cette série de vidéos directement à ce moment-là, vous verrez. Il y a des infos, c'est vraiment pépite. Et donc vous savez quoi, pour vous la montrer beaucoup mieux cette châtelaine, je vais vous mettre des photos directement ici. Je pense que ça sera mieux parce que là ça risque d'être un petit peu compliqué de venir faire le focus à la caméra. Elle a l'air fatiguée aujourd'hui, faut dire que j'ai failli ne pas faire cette vidéo parce que j'ai perdu mon lecteur de carte SD. J'ai passé 3 heures à le chercher et en fait c'était tout bête, il était passé derrière mon rangement. N'importe quoi. Donc du coup, voilà,
je vous mettrai directement des photos ici, ça sera beaucoup plus simple pour cette chaîne. Et si vous voulez aller les voir de manière un petit peu plus définie, en plus haute définition et pouvoir zoomer et tout ça, vous pouvez aller voir directement sur mon Insta. Je les ai postés également, je vous mettrai le lien de la publication directement dans la description. Et enfin, c'est le dernier achat vintage et je vous l'ai pas montré celui-ci. Au niveau des objets parce qu'en fait je l'ai trouvé la semaine dernière en brocante. Alors j'étais complètement abasourdie, c'était je suis passée sur le stand et il y avait des bijoux. Voilà, je pense qu'on pourrait s'arrêter là cette histoire. Je passais sur le auprès d'un stand et j'ai vu des bijoux. Forcément j'ai regardé obligatoirement, déjà parce que je cherche toujours des petits objets anciens qui des fois se glissent dans les bijoux, mais également des pépites comme celle-ci. Franchement, là je vais faire une entorse pour le coup vraiment à ma règle de ne pas donner de prix sur les objets parce que c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Je n'en revenais pas quand la vendeuse m'a annoncé le prix et j'étais estomaquée, époustouflée, abasourdie. Donc j'avance sur son stand et puis je vois tout un tas de petits bijoux comme ça et je commence un peu à fouiller dedans. Et là, je vois une chaîne. Alors, rien de bien particulier, oui, mais je vois une chaîne comme j'en voulais depuis très longtemps et on n'en fait plus aujourd'hui. Même en bijouterie, j'avais déjà demandé à des bijoutiers, notamment chez les grandes marques qu'on peut retrouver dans les grands supermarchés, enfin pas vraiment les supermarchés, les centres commerciaux à l'époque parce que je n'avais, voilà, je regardais pas trop sur eBay ou autres sites à ce moment-là. Donc j'avais regardé chez eux et d'une part parce que j'avais pas non plus l'œil aguerri par rapport à ça. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse une vidéo, c'est une discussion que j'ai eue avec une de mes élèves, c'est comment savoir que l'objet que l'on veut, que l'on voit est vraiment ancien, à quoi il est visible que ça soit ancien et tout ça. Voilà, je pense que je vous ferai ça, mais je pense que je le mettrai d'abord sur Patreon, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Je vais reprendre mon Patreon, j'en ai marre, ça fait 4 ou 5 fois que je dis qu'il faut que je le fasse et que je le fais pas. Là, faut vraiment que je le fasse. Au bout d'un moment, c'est bon, faut que je le fasse. Surtout qu'il y a plein de petites choses qui arrivent cette année. Je pense proposer 2-3 patrons sur lesquels je travaille. De broderie, donc un patron de broderie, normalement je vais travailler dessus, je vais voir comment ça se passe. Et 2 patrons, dont une avec une vidéo qui devrait sortir normalement en couture pour le solstice d'été. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker, pour le moment j'ai pas posté depuis très longtemps, mais vous pouvez toujours vous abonner gratuitement et vous verrez quand je mettrai les premiers posts. Et donc où en étais-je ? Oui, donc j'étais à ce stand et je regarde les bijoux et là je tombe sur une chaîne. Et c'est une chaîne que je veux depuis très longtemps et qu'on ne trouve pas en bijouterie. Bon, je me répète, voilà, je vais arrêter de me répéter. Et je la prends parce que je veux vérifier quand même le matériau, je veux savoir vraiment la vérité. Et j'ai l'habitude de nettoyer les bijoux en argent. J'ai énormément de bijoux en argent et il y a quelque chose à partir du moment où ils commencent un peu à noircir, comme un dépôt qui se forme sous les doigts, sous les mains. Je vous en parlerai dans cette vidéo que je vous ai dit là par rapport à les manières de reconnaître telle ou telle chose ancienne. Voilà, je vous en parlerai plus avant dans cette vidéo là qui sortira dans les semaines prochaines. Voilà. Et donc là, je vois une chaîne, je vois cette chaîne et je me dis à la lumière ça doit être de l'argent. Je la prends effectivement au doigt, ça ressemble à de l'argent. Donc j'ai pris la chaîne dans les mains, je l'ai bien regardée et il s'agissait d'une chaîne en argent. Mais je crois que la vendeuse ne savait pas ce qu'elle avait parce que quand je lui ai demandé le prix, elle m'a dit je ne sais pas, honnêtement j'en sais rien, je sais pas. Et là elle m'a annoncé le prix. J'espère que vous êtes assis quand même un petit peu. 50 centimes. Une chaîne en argent probablement qui datait des années 80 je pense, d'après une vue du fermoir, qui est poinçonnée et numérotée, donc c'est bien de l'argent, mais que je dois absolument nettoyer. Elle est
extrêmement sale. Donc je l'ai déjà nettoyé, je l'ai déjà passé au chiffon. J'ai des chiffons spéciaux pour nettoyer l'argent à la maison, donc je l'ai passé au chiffon et j'ai pu confirmer comme ça également que c'était de l'argent. Mais elle est encore bien sale. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je verrai un petit peu comment me dépatouiller avec ça. Mais bon, je vais vous la montrer. Alors voilà, il s'agit d'une chaîne en maille torsadée, comme cela. Et ça fait des années que j'en cherche et que je n'en trouvais pas. Donc là, j'étais vraiment super contente de pouvoir l'avoir trouvée. Et le fermoir, ce qui me fait penser que ça date à peu près des années 80, c'est que le fermoir il est tout fin. Alors que si c'était un fermoir qui datait, je ne sais pas moi, des années plutôt 1900-1930, ça aurait été un fermoir beaucoup plus ouvragé et peut-être même avec une fermeture à crochet. Donc forcément, voilà, c'est pas exactement certain. Je suis pas certaine vraiment de la date. Mais au moins, je pense bien, oui, au moins années 80, minimum je pense. Je pense pas que ça soit plus vieux que années 70 par contre. Ensuite, niveau catégorie petites choses. Tout petites choses comme ça que j'ai acheté. J'ai pris dans une boutique vintage dans un village pas très loin de chez moi ce passe-lacet, passe-ruban. Et vous allez voir après derrière pourquoi, parce que c'est justement ce que je vais vous montrer. Mais hop, de chez Sajou, hop, comme ça, voilà, donc c'est tout simple, hein, c'est tout bête, hein, c'est juste un pince-ruban, mais je vais en avoir besoin pour plusieurs futurs projets couture, donc je n'avais pas envie de m'embêter avec une épingle à nourrice, surtout avec ces objets là, enfin avec ces fournitures là, je vais vous montrer. Je n'avais vraiment pas envie de m'embêter avec une épingle à nourrice et risquer d'endommager. Donc voilà, et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que j'ai commandé il y a un petit moment maintenant, ça va faire un an en fait, un petit peu plus d'un an peut-être, des rubans de soie. Des rubans de soie pour un projet 1910, pour un projet 1910. Et donc du coup j'avais besoin de soie pour ça et j'avais besoin de rubans. Donc j'ai commandé ce sublime ruban ici, assez grand, enfin plutôt large, 5 cm je crois, dont je vais me servir comme biais en fait. Je vais m'en servir comme biais dans ma couture. Et il est juste superbe, il est magnifique. Il a vraiment une chatoyance de fou, de folie. C'est... Oui, j'ai directement craqué dessus quand je l'ai vu, c'est vraiment les teintes que je cherchais. En plus j'ai réussi à trouver vraiment la teinte parfaite. C'est vraiment une teinte un peu gris orageux, vraiment, franchement moi j'ai adoré, avec les bords, avec les bords effilochés, comme ça c'est super, ça va donner un style à la couture que je voulais absolument pour donner vraiment cet aspect un peu brut, voilà, pour donner un peu cet aspect un peu brut, donc c'était exactement ce que je voulais. Je n'avais pas envie de quelque chose qui soit vraiment lisse. Voilà, j'avais vraiment envie de quelque chose qui change un petit peu de ce que j'utilise habituellement. Et donc ça c'était juste parfait. Alors oui, pendant ce vlog je pense que je vais passer mon temps à aller et revenir. Je pense que je vais rester là, ça sera beaucoup mieux pour vous montrer. Voilà, je pense que ça sera mieux. Et donc voilà. Donc j'ai acheté ça comme ça, vous verrez. J'ai hâte de m'y remettre parce que j'ai déjà fait 2 toiles. Il faut que j'en refasse une parce que j'ai bougé. Voilà, donc il faut que j'en refasse une pour vérifier la taille que je dois coudre. Mais bon, voilà. Ça sera bon, vous verrez d'ici je sais pas combien de temps, parce que elle aurait dû sortir il y a un an cette vidéo, donc bah voilà, c'est pas grave. J'ai également commandé donc ce ruban-ci, toujours de soie mais dans une teinte navy, pour faire un contraste avec le tissu que j'ai choisi, que je ne vous montre pas, je ne vous montrerai pas. Par contre le tissu vous verrez vraiment au moment de la vidéo. Et donc il est comme cela, il est tout petit, il est vraiment fin, c'est ce que je voulais en fait. Je voulais vraiment quelque chose de très fin. Je crois, il me semble qu'il fait 2 mm. Voilà, 2 mm. Donc j'avais vraiment besoin d'un passe-ruban pour pouvoir le passer en toute sécurité.
parce que je n'avais pas envie d'utiliser une aiguille pour pouvoir le passer, parce que je vais le passer dans la dentelle que je n'ai pas encore. Donc je peux pas vous la montrer, mais je voulais la passer dans de la dentelle et ça sera une dentelle fine en fait. Puisque c'est du ruban de 2 mm, donc c'était juste obligatoire. Donc voilà pour ces petites choses. Maintenant je vais vous montrer un projet que je voulais faire depuis longtemps, mais que je ne pensais pas être réalisable. Mais pas du tout en fait. Je pensais que c'était vraiment réservé à une catégorie de professionnels pour le coup, qui vendaient uniquement à d'autres professionnels type grande maison, de couture prêt-à-porter, ou alors pour des broderies qui soient vraiment style la broderie des Gobelins et compagnie, donc de grandes compagnies qui soient pas abordables à des particuliers. Et en fait, si. Et ça, ma mère elle le savait, elle me l'avait déjà dit, mais je l'avais complètement oublié en fait, j'avais juste zappé. Et puis de toute façon je crois que j'avais tellement peur de me lancer que de toute manière je pense que c'est pour ça que j'ai tout simplement occulté le truc. Mais il y a une vidéo de Bernadette Banner, plusieurs vidéos en fait qu'elle a fait et des collaborations qu'elle a fait avec une boutique de broderie. Je vous laisserai aller voir ces vidéos directement. Je vais pas vous spoiler les vidéos si vous voulez par hasard les voir ou autre. Et j'étais très intéressée par les kits qu'elle proposait. Le problème c'est que les kits étaient assez chers, un peu moins d'une centaine d'euros. Je peux vous dire le prix puisque de toute façon c'est affiché sur le site. Mais en comptant les frais de port, les taxes de douane, les frais de dossier, les frais postaux et les frais postaux français, alors le distinguo postaux français et postaux anglais, il y en avait pour presque autant que la broderie. Je crois que c'était, je finissais autour du 80 €, quelque chose comme ça, d'après les calculs que j'avais fait. Et clairement, payer autant de frais que de broderie, ce n'est pas vraiment pas mon deal. Par exemple, il y a un livre que je voulais, j'ai déjà le premier tome de l'auteur, je voulais son second tome, qui le propose également. Elle vit en Norvège, donc en Finlande, bref, dans le nord de l'Europe. Le prix du livre, c'est le prix pour le faire venir en France. Clairement, je suis pas d'accord avec ça. Alors je sais bien que c'est pas la faute des gens qui vendent, c'est plutôt la faute, pour le coup, de l'Europe. Merci Bruxelles. Voilà, c'est plutôt de leur faute à eux, donc bon voilà, je pense que s'il y a des gens qui peuvent se permettre de payer autant de frais de port, de frais de douane, de frais et de taxes et de TVA et compagnie, clairement moi c'est pas le cas. Et je pense que même si j'avais les moyens de le faire, vraiment je ne le ferais pas parce que je suis contre ce système là. Franchement je suis contre. Si je peux faire venir des choses qui sont importées normalement, qui n'ont pas des taxes comme ça aussi lourdes, bah je le fais, mais en général ce sont des sites qui sont en partenariat avec justement les taxes ou qui ont des dégrèvements de taxes, enfin bref, ces choses là. Et pour n'en citer qu'un, vraiment un grand site que tout le monde connaît je pense, c'est Amazon. Voilà, d'ailleurs je vous en parlerai un petit peu plus tard justement dans ce haul. C'est vraiment eux qui ont pour le coup, qui peuvent se permettre de l'import, de l'import en France sans des frais de douane et des taxes qui sont qui s'envolent. Et en fait je vous l'ai toujours pas dit, il s'agit d'une broderie or. Alors à savoir que en France il n'y en a que très peu. J'en ai trouvé deux, une troisième récemment mais je vous en parlerai après. Donc il y a sur les formations de chez Artesane, alors je n'ai plus le nom, la femme qui fait des formations artisanes en broderie or, mais les modèles ne me plaisaient pas en fait, je n'aimais pas les modèles. Et le livre qui était proposé, il y a 3 livres en France de broderie or que j'ai trouvé, ne me plaisaient pas vraiment. C'était pas des livres qui me plaisaient plus que ça. Donc j'ai continué de chercher et là je suis tombée sur la broderie d'or, la broderie de Rochefort. J'ai trouvé un site internet qui le vendait avec la dernière grande artisane de broderie or en France qui travaille avec les grandes maisons et qui est instructrice
et qui a l'agrégation artisane certifiée de je sais plus certifié, je sais plus, il y a une certification spécifique dont je n'ai plus le nom, je vous le mettrai là au montage directement, ça sera beaucoup plus simple. Et donc j'ai acheté une broderie chez elle, sauf que je vais vous montrer la broderie, il y a 2-3 petits bémols, je vais vous montrer 2-3 petites choses qui ne vont pas en fait pour moi qui veut commencer la broderie d'or. Alors j'ai pris un petit modèle, forcément j'allais pas prendre un grand modèle, déjà question de budget pour quelque chose qu'on commence, on n'a pas envie de mettre des sommes mirobolantes, voilà, donc j'ai pris le kit le plus petit et donc j'ai pris le monogramme de lettres anglaises, comme ça, c'est tout simple. Franchement, je me suis pas cassé la tête plus que ça. Le seul problème, en fait, non, ce n'est pas le seul problème, c'est un des problèmes. Les explications tiennent sur une page. Et elles sont tellement succinctes que, en fait, ça donne pas vraiment d'idée. Enfin, moi, j'ai besoin de plus, en fait. J'ai besoin d'aller plus en détail, d'avoir plus de détails. Voilà, j'ai besoin vraiment d'avoir plus de détails, surtout pour débuter. Et puis, un autre problème sur cette broderie qui me fait peur, du coup, ça me fait assez peur, c'est que au niveau des fournitures, on est, alors tenez-vous bien, mais on est vraiment sur du minimaliste. C'est-à-dire que franchement, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de... Je crois que vous n'allez rien voir en fait. Je vais le sortir en faisant attention, hyper attention, parce que voilà quoi. C'est... Étant donné que c'est assez minimaliste qui a été donné, forcément il faut que je fasse très attention. Sinon il risque d'avoir un problème. Un gros problème par rapport aux fournitures. On est sur du... on est vraiment sur du très petit. Fourniture vraiment minimaliste, très petite quoi, voilà. Il n'y a pas grand chose. Alors si je pense que ça passe pour quelqu'un qui en a déjà fait, qui a déjà une initiation un peu plus avancée que la mienne, qui correspond à avoir regardé des vidéos sur internet, je pense que ça doit le faire, effectivement. Pour moi ça le fait pas. Pour moi ça le fait juste pas en fait. C'est... Franchement c'est un peu petit. Donc j'ai regardé sur internet pour pouvoir voir si je trouvais pas un fournisseur, enfin quelqu'un qui revend à des particuliers. Parce que clairement j'ai pas un statut de brodeuse professionnelle. J'ai trouvé des sites. Le problème c'est que le mètre est à 5 €. Et comment dire qu'aujourd'hui on ne brode plus à l'or. C'est-à-dire que ça c'est estampillé broderie d'or, mais c'est du fil de cuivre, des tunnels de cuivre recouverts de feuilles d'or, voire même parfois c'est même pas recouvert de feuilles d'or, c'est recouvert tout simplement de peinture. Alors, 5 € pour du fil de cuivre recouvert de peinture, non, clairement c'est pas mon deal, c'est vraiment pas mon genre de... C'est vraiment pas mon genre d'acheter ça, vraiment pas. Et donc, hier, c'est fou parce que la coïncidence est folle, c'est que je devais tourner normalement cette vidéo hier, donc vendredi, on est samedi, je suis vraiment en retard parce qu'elle sort demain cette vidéo. J'étais sur Instagram, donc j'étais en train de regarder un petit peu les suggestions d'Insta, et là je tombe sur un compte qui montre un peu la broderie qu'elle est en train de faire. Et je me dis, waouh, elle est super belle, je vais aller voir le compte parce que bah forcément je cherchais tout un tas d'informations par rapport à la broderie d'or. Et je regarde le compte et le compte est vraiment super beau, je regarde les stories. Et là, je sais plus trop le contexte de la story, mais je réponds en disant que c'est super beau et tout. Puis on commence à parler et comme ça de fil en aiguille, on discute. Et on parle notamment des prix. Et c'est une femme qui veut se lancer dans la création de kits et qui veut ouvrir sa boutique et qui justement recherche des fournisseurs qui n'assassinent pas au niveau des prix parce que sinon forcément les kits sont à des prix hallucinants et forcément plus il y a de fil, plus il y a d'or, plus c'est cher. Et donc il veut proposer des petits kits qui soient abordables. Et donc on discutait comme ça
Et, et puis je lui ai dit que moi j'avais cherché tout un tas de renseignements que je n'avais pas trouvé, que je cherchais encore, jusqu'à ce que je trouve 2 livres. Alors je vais vous les montrer juste après, et justement ça sera ma transition pour vous montrer les livres que j'ai achetés dans le cours de cette année. Et donc j'ai acheté des livres, mais je n'ai pas acheté les livres français en fait. Parce que enfin c'est pas qu'ils ne m'intéressaient pas, c'est plutôt qu'ils n'étaient pas... Je n'aimais pas les modèles qui étaient proposés et le ton dans lequel c'était écrit. Après ça c'est à mon appréciation, forcément chacun a la sienne. Moi personnellement je n'aimais pas du tout le ton de ces livres là, donc j'en ai cherché d'autres. Et du coup forcément l'un de mes premiers réflexes, parce que ici il y a strictement rien là où j'habite. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Si vous cherchez à Action dans le coin, il faut faire 60 km. Si vous cherchez un magasin de chaussures, il faut faire 50 km. Tout. Et le premier magasin de tissus, il est à 70 km. Donc forcément, tout ce que je dois acheter, je suis obligée de le commander. Je n'ai pas le choix. Et donc pour cela, pour les livres notamment, puisque je vais très peu sur la Fnac, pour ne citer que eux par rapport aux librairies, c'est parce que les 3/4 du temps, ils n'ont pas ce que je recherche ou à des prix plus chers que Amazon. Donc forcément, je me dirige plus facilement chez Amazon pour ça, et j'ai accès avec Amazon à des livres qui ne sont pas en France. Et c'est le cas de ces 2 livres, parce que j'ai trouvé 2 livres donc par rapport à la broderie d'or, voilà, par une auteure qui est malheureusement aujourd'hui décédée, mais qui a vécu, qui a travaillé et qui a appris la broderie d'or à Londres, donc à Londres plus précisément pour apprendre, et puis après elle s'est un peu excentrée de Londres pour travailler. Donc c'est une auteure qui est anglaise et forcément ses livres ne sont pas traduits, parce qu'en définitive je me rends compte qu'il y a énormément de livres par rapport à mes accointances à moi en anglais qui ne sont pas traduits en français, donc heureusement je me débrouille en anglais, voilà. c'est l'avantage quand on parle, qu'on lit et qu'on écrit en anglais, c'est que pour le coup on peut se débrouiller avec des livres en anglais. Personnellement, moi j'adore, je préfère la manière d'écrire des livres en anglais que des livres français. Les tons qui sont utilisés aujourd'hui en français sont très familiers et ce n'est pas ce que j'apprécie vraiment. Il y a énormément de digressions par rapport à l'auteur, les points de vue de l'auteur et tout ça qui en définitive m'intéressent très peu. L'expérience, je suis d'accord. Montrer les choses, je suis d'accord. Mais il y a des choses sur lesquelles je suis pas forcément d'accord qui sont présentes dans les livres français, qu'il n'y a pas dans les livres anglais. Les livres anglais sont factuels, on va se concentrer sur le sujet, sur l'expérience par rapport au sujet et sur la technique du sujet. On va pas essayer de changer les choses pour faire de l'ultra moderne sur quelque chose qui est un art qui date, qui est millénaire, pour parler de la broderie. Alors non, on va pas chercher à faire quelque chose qui change complètement, qui est complètement déstructuré, qui est complètement changé, modifié, enfin non, ça c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Vraiment, faire du Picasso aujourd'hui avec des matières comme l'or, c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça, voilà. C'est non, la déstructuration de tout, c'est vraiment pas mon truc. Et donc là il n'y a pas de déstructuration, donc forcément c'est quelque chose qui m'a parlé immédiatement. Et puis de toute façon quand j'ai vu la couverture j'ai juste craqué dessus. Et donc il s'agit du travail de l'or et de la soie en couture inspirée par la nature de Hazel Everett. Donc là je vous ai fait une traduction par rapport au titre, vous vous entendez bien qu'il est en anglais, et c'est ce livre là. Hop là, s'il fait le focus, oui c'est bon, il fait le focus. Et à l'intérieur les motifs, les designs sont juste canons, il n'y en a pas un que je n'aime pas. Et c'est rare. En général, quand j'ai des livres comme ça, il y a toujours plus ou moins la moitié des designs qui ne me plaît pas. Là, c'est pas le cas. Franchement, ils me plaisent tous. Ils sont vraiment canons. Je vais vous en montrer quelques-uns, pas tous. Il y a toutes les techniques. Que ça soit par rapport, alors pour vous montrer celle-là,
painting, donc qui est par rapport à faire des motifs en 3D. Donc les explications pour pouvoir faire les motifs en 3D notamment. Ensuite on a les différents points et comment les faire, ce que je n'ai pas avec le kit. Vous voyez, c'était vraiment quelque chose qu'il me fallait comme ça quoi. On a également les différentes, donc il y a les techniques mais les différents fils d'or. On les a directement dedans, donc ça c'est génial, c'est super. Après on a des modèles en 3D comme celui-ci. Il est juste magnifique, c'est une iris superbe. On a également les petites baies. Donc pour vous montrer les différences, comment faire les baies. Donc là pour le moment c'est juste les réalisations, il y a les patrons à la fin du livre. On a également pour faire des petits papillons. Et un des motifs qui est vraiment superbe, alors je vais essayer de vous le retrouver parce qu'il est vraiment magnifique. C'est, alors c'est pas ça, mais on a des petits champignons pour les fans de l'automne comme moi, bah c'est génial. Surtout que j'avais acheté il y a quelques années une broderie comme ça avec un cep que j'avais été incapable de faire parce que je n'avais pas la technique par rapport au passé en piétant. Donc la technique du passé en piétant, j'y arrivais très mal, mais vraiment très mal, donc j'avais abandonné. Et donc là elle explique en détail en fait la technique pour vraiment bien le faire, et donc j'étais hyper contente. Mais moi voilà, j'ai trouvé le design en fait. Donc elle explique la technique, donc c'est génial. Je vais pouvoir avoir vraiment un pas à pas pour pouvoir le faire avec des explications qui ont l'air assez faciles et des images d'illustrations pour montrer. Donc c'est génial. Et donc j'ai vraiment craqué. C'est sur ces feuillages vraiment superbe, mais magnifique. Elle le montre plusieurs fois, donc que en soie, avec soie et or, et que en or. Donc là c'est que en or et il est superbe. Et vous avez à côté d'autres types de feuillages comme ça là. Ce livre il est génial. Et ah oui, un autre qui est magnifique, c'est Violette. Non mais regardez-moi ça comme elles sont belles. Elles sont superbes. J'ai hâte de pouvoir le faire à un moment donné parce que c'est magnifique. C'est juste, franchement ce livre il est splendide. Et donc comme je vous le disais, à la fin vous avez, alors je vais essayer de vous trouver un que je vous ai montré de modèle, les patrons. Elle explique également comment refaire comment faire les transferts. Bon, faire les transferts ça va, ça je sais le faire, du papier carbone, et puis voilà. Elle explique également le choix par rapport au tissu, comment poser le tissu et tout ça en fonction si on ajoute que de la soie ou si on fait soie et or. Ah bah voilà, vous voyez derrière vous avez les techniques, donc quel tissu utiliser si on fait que de l'or et quels instruments, si on fait que de la soie et si on fait soie et or, les tambours et tout, elle explique tout. C'est une mine d'informations impressionnante. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bon bah pour apprendre c'est génial, ça sera parfait. Et j'ai aussi pris un deuxième livre, toujours de la même auteure, mais je ne l'ai pas encore reçu en fait. Je ne le recevrai que aux alentours de mi-juin. Et là il est plus basé exclusivement sur les techniques et les projets et les inspirations par rapport aux techniques de la broderie d'or. Donc je vais vous mettre la photo ici, c'est la même auteure. Donc je vous le montrerai sûrement dans un prochain haul si j'en refais pas un d'ici un an, ou en story, ou peu importe, je sais pas trop, je verrai. Et j'ai craqué, c'est sur le motif, le design de la couverture qui est juste superbe et qui est disponible dans le livre. Mais étant donné qu'il n'y avait pas d'aperçu sur Amazon, j'ai été regarder, voir sur des blogs ou sur internet s'il n'y avait pas de photos, et j'ai trouvé des photos. Il est vraiment superbe, superbe. Les différences par rapport à ce livre là qui parle également de l'or, c'est qu'on va avoir quelques techniques mais on va pas avoir toutes les techniques, alors que dans celui-ci
ici on va avoir toutes les techniques liées au fil d'or. Et c'est vraiment ce que je cherchais, ça va vraiment être un peu comme une formation en fait. Et c'est ce que je voulais, donc j'ai pris les deux, je l'attends. On va voir ce que ça donne. J'ai craqué il n'y a pas longtemps, donc forcément faut attendre encore un petit peu. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ce que ça pourra donner une fois que j'aurai commencé les broderies. Parce que l'idéal, ça serait que sur la broderie que j'ai achetée sur le monogramme, c'est d'ajouter de la broderie de soie. J'aimerais bien faire des étoiles autour. Je sais pas, je verrai en fonction de l'inspiration à ce moment-là. Et peut-être que je reprendrai également des petits motifs comme des feuillages là ici que je ferai autour. Je ne sais pas encore, c'est à voir plus tard. Et donc pour rester dans les livres, il y a ce livre que je voulais depuis plusieurs mois, que m'avait été proposé en suggestion Amazon. J'adore les suggestions Amazon, ils me montrent toujours tout un tas de trucs tellement incroyables et qui me correspondent à 100%. C'est bien mieux que tout le reste des algorithmes, Insta, YouTube et compagnie. C'est 100% personnalisé, j'adore, je me réfère énormément aux références que peut m'envoyer Amazon. Et donc il m'a proposé ce livre sur lequel j'ai fait plusieurs recherches avant de craquer. J'ai attendu quand même un petit peu parce que les explications sont succinctes, c'est surtout des dessins. Et comment dire que je ne suis pas iradeuse, je ne suis pas dessinatrice de mode et je ne suis pas non plus, je ne travaille pas non plus les patrons, les gradations de patrons et tout ça. Donc c'est pour ça que j'attends encore un petit peu pour vous mettre en disponibilité les patrons que j'ai en tête sur mon Patreon. Mais bon, ça m'a quand même permis de faire 2 réalisations, donc j'en suis assez contente. J'ai commencé les réels il y a un petit moment maintenant, c'était 2 fichus dans les restes de mon plongé de soie noire que j'avais utilisé pour faire ma blouse Edgar Allan Poe. Donc je vous mets le vlog dans le petit, toujours si je n'oublie pas. Voilà, sinon vous pourrez aller le voir sur ma chaîne, c'est un vlog couture. Et donc il me restait pas mal de soie de cette laise. Je sais pas ce que j'avais fait en calculant. Normalement j'avais calculé pour qu'il me reste à peine une dizaine de centimètres de largeur en fait. Non pas de largeur, de hauteur sur la laise de 150. Et en fait il m'en est resté beaucoup plus. De quoi faire 2 fichus, un grand qui correspond plus à un châle et un fichu que l'on peut porter par exemple sur la tête comme dans les années 50, 60. Je vous en dis pas plus, j'ai fini le réel, donc les 2 réels, le réel final où j'ajoute la touche finale au grand fichu, le réel de reveal et les photos, donc vous verrez ça plus tard, je vais le poster normalement d'ici je sais pas quand, parce qu'en fait j'ai tellement de contenu en stock que je ne sais jamais ce que je vais poster. Tout est prêt à l'avance, j'ai juste à choisir au fur et à mesure du feeling. Mais bon, voilà, ça sera posté bientôt, c'est fini, mais c'est directement tiré de ce livre. Et donc c'est les costumes en détail de 1730 à 1930, donc sur 3 siècles, voilà, 3 siècles de costumes féminins. Donc j'étais assez contente de pouvoir l'avoir trouvé. Et bien évidemment c'est un livre qu'on ne trouve pas en France. Et donc qui est venu des États-Unis. Je n'ai pas eu le choix. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous dis par rapport aux frais de port et tout ça. Et ben je n'ai pas payé de frais de douane, je n'ai pas payé de taxes, ni rien du tout avec Amazon. On peut décrier Amazon et tout ça, mais c'est le seul à faire ça. Et c'est un livre que je n'aurais pas pu avoir autrement de toute manière, parce qu'il est disponible dans aucune librairie française, aucune librairie sur internet qui pourrait livrer en France, notamment par exemple en Belgique. Des fois on peut trouver des librairies belges qui expédient en France et qui ont des partenaires, enfin bref c'est un grand micmac. Là c'est pas le cas, je ne l'ai pas trouvé, donc du coup il vient des États-Unis. Et donc je vais vous montrer un petit peu le livre, pas entièrement parce qu'il est quand même gros, voilà. Et il montre, on va commencer par le début, donc par les années, autour des années 1730, les robes des femmes à cette époque-là, avec des détails au niveau des costumes, des emmanchures, la manière de construire le vêtement, de le redessiner.
et surtout chaque pan du vêtement donc en croquis avec quelques petites explications sur les côtés. Donc ça c'est génial parce que du coup c'est une mine d'informations sur la construction des vêtements à cette époque-là. Et donc là je vais vous montrer par exemple la construction d'un vêtement en 1810. Voilà, ça donnait ça. Voilà, donc on a une vue ouverte, on a la vue de dos, on a la vue en entier, la vue de face. Et celle-là c'est la vue de l'intérieur. Voilà, donc ça montrait énormément de choses, mais il n'y a pas uniquement que des vêtements, on peut trouver également de quoi construire des ombrelles comme cela, voilà, de quoi construire des ombrelles, de quoi construire des ceintures, j'ai même vu des sacs, voilà, des sacs, des mitaines et même des chaussures. Donc ça montre un petit peu tout. Moi qui avais envie de tester, de me faire des chaussures un jour, peut-être un jour je le ferai, et ben c'est génial parce que du coup j'ai une base, j'ai un commencement, et donc voilà, là on est dans les années 1892 avec les tenues des femmes à cette époque là. Et donc du coup la création du fichu vient de ce livre. Clairement ça vient de ce livre. Ah, et puis bien sûr on retrouve les corsets qui font partie intégrante et qui sont inhérentes aux costumes de ces années-là. Donc moi je suis super contente d'avoir ce livre. C'est vraiment une mine d'informations concernant la mode et la mode des femmes en général sur 3 siècles. Je cherchais un livre comme ça depuis très longtemps. Il existe des livres qui sont écrits en français. Le problème c'est qu'ils sont en général très chers. On est autour des 70-80 € ces livres là. Là c'est clairement pas le cas. Alors je sais pas si c'est parce que c'est une vieille édition. Je sais pas si c'est parce que ce n'est pas une édition française, mais clairement c'est beaucoup moins cher. Voilà. Et donc on arrive au dernier livre. Alors je sais pas si je vous l'avais montré, j'ai des doutes. Franchement j'ai des doutes. Peut-être que je l'avais montré. Je sais plus du tout. C'est un livre à propos des corsets. On reste un peu dans le thème du vestiaire féminin dans le costume. Et donc là c'est un livre que j'avais vu sur YouTube il me semble. Oui, je crois que c'était un livre que j'avais vu sur YouTube. Là ce n'était pas du tout une suggestion. Et donc c'est un livre qui apprend à faire son propre corset si on a envie de se créer son propre corset en partant du patron de base, en gardant son patron et en faisant son propre corset directement avec les techniques d'antan. Parce que là pour le coup on est sur un livre qui couvre de 1735 à 1890. Et après, il y a un tome 2 qui couvre donc de 1890 à 1915-20 je crois. Quelque chose comme ça. Et donc on a également des renseignements et des dessins, pas des dessins, des photos de corsets déjà existants. Donc là c'est un vrai corset, c'est un vrai corset antique qui a été photographié probablement d'un musée. Et donc là c'était en taille d'abeille. Et donc elle montre aussi également l'auteur comment reproduire les différentes pièces du corset pour pouvoir se le faire soi-même avec son buste de base en fait. Et donc du coup c'est vraiment un livre que je voulais. D'ailleurs faudrait que je regarde pour avoir le tome 2. Et oui, voilà. Donc j'ai l'impression que moi, de toute façon les livres que je choisis, il y a toujours une série, c'est impressionnant. Il y a toujours... je sais pas, je dois le faire exprès peut-être, je ne sais pas. Bon et voilà, c'est tout pour les livres. Maintenant je vais passer aux patrons. Donc les patrons que j'ai achetés et un que l'on m'a offert en partenariat avec une marque. Donc il y a déjà un vlog sur la chaîne, je vous le mettrai dans le petit i si je peux le mettre. Et si j'oublie pas parce que je n'ai que le droit qu'à 4 petits i, donc sinon je vous le mettrai en barre de description. Il s'agit, alors avant de vous le dire, je vais mettre directement ici. Donc là c'est
quand j'ai déjà réalisé le patron, je vous mettrai les photos du patron réalisé ainsi que les références du patron en vous montrant la page de couverture du patron. Sinon je vous mettrai juste le patron, ça sera beaucoup plus simple comme ça plutôt que de vous montrer parce que là ils sont emballés en fait, parce que je les garde emballés comme ça et bon ça se voit pas trop et puis tout sortir après. Voilà, je suis prise par le temps en fait pour le montage de ce vlog, donc je pense que le plus simple c'est vraiment de vous mettre les photos comme ça. Moi ça me fait gagner du temps parce qu'après il faudra tout ranger et tout, et bon voilà, vous savez le souk que ça met. Des fois ça peut être bien plus important que ce qu'on pensait à la base quand on fait quelque chose. Et donc pour ce premier patron, il s'agit de la robe Lupin de Stitch Maiden que j'ai réalisée en début d'année en bourrette de soie. Le patron en lui-même il est pas compliqué, il faut juste savoir faire des plis ou savoir faire des fronces et prendre un tissu qui correspond 100% au fait que vous allez faire des plis, vous allez faire des fronces, là ou l'autre prendre un tissu en adéquation. Moi j'avais décidé de faire la version longue avec des plis et je voulais absolument la faire en soie, et j'avais trouvé cette bourrette de soie pour laquelle j'avais craqué et je m'étais dit c'est le perfect match, je vais prendre les deux pour aller ensemble. Et effectivement le tissu on dirait qu'il a été fait pour cette robe. Il est juste parfait. Le seul problème c'est que la bourrette s'effiloche à gogo. C'est une horreur. L'effilochage de la bourrette c'est un truc de fou. Je n'ai jamais vu ça. Enfin je n'ai jamais vu ça. On dirait que ça fait 30 ans que je fais de la couture. Pas du tout. Mais c'est impressionnant de voir à quel point ce tissu peut s'effilocher. Donc la complexité a surtout été là, au fait que ça s'effiloche, et surtout j'avais choisi les manches qui devaient être froncées forcément. Dans les deux possibilités il y a des fronces il me semble. Non, il n'y a pas des fronces dans les deux possibilités, il y a des manches gigot, mais j'avais pas envie de faire des manches gigot. Et donc j'avais choisi les manches à tête de manche froncées que je n'ai pas pu faire. Mon tissu était trop épais et s'effilochait trop, donc j'ai dû faire des modifications et faire des plis aux manches. Donc c'est pareil, vous avez normalement les photos qui défilent ici. J'ai adoré coudre ce patron parce que il est assez simple, les explications sont claires, il n'y a aucun problème par rapport au patron, franchement c'est génial. Franchement j'ai vraiment bien aimé le patron dans son ensemble, il n'y avait aucun problème. Il y avait des facilités par rapport aux modifications que j'avais envie d'apporter, ou plutôt que j'ai été obligée d'apporter du fait de la bourrette, donc c'était juste parfait. Par contre il est noté comme étant par rapport à la note personnelle que donnent les créatrices à 4 sur 5 au niveau des petits losanges qu'elles mettent. Donc c'est du compliqué. C'est pas du super compliqué mais c'est du compliqué quand même. Donc il faut quand même bien savoir coudre. Savoir coudre correctement bien évidemment, parce que forcément ça se verra avec les plis si vos plis sont de travers ou s'il y a un problème dans votre marge de couture et que vous faites des vagues. Ça se verra. Donc forcément il faut avoir une rigueur en couture, faut pas coudre à l'arrache. Faut être à la couture et faire attention à ce que vous faites. Que les finitions soient surjetées ou pas, c'est pas une question de ça. Là c'est vraiment une question de rigueur dans la couture, savoir coudre droit et coudre correctement pour ce patron. Parce que les lignes sont proches du corps au niveau du rétrécissement par rapport à la taille, et que forcément faut pas se planter à avoir une marge de couture de 1 cm et puis 2 cm d'un coup, parce que la machine elle est partie de travers à cause d'un coup à la main ou d'une inattention. Non, clairement là c'est vraiment du 1 cm, c'est à respecter avec plus ou moins 1 mm de décalage possible, mais pas plus. Pas plus. Déjà parce que par rapport aux plis, ça va resserrer beaucoup trop la taille. Il y a une douzaine de plis, je crois que c'est 18 plis même. 18 plis à la taille, donc 18 plis à la taille, à chaque fois vous avez 2-3 mm de différence, ça réduit beaucoup trop. Donc il faut vraiment bien connaître sa machine, savoir coudre correctement et être rigoureux pour pouvoir faire ce patron. C'est la seule difficulté en fait, c'est la rigueur que vous mettez dans votre couture. Voilà, clairement je donne pas ça à un débutant et je donne pas ça à quelqu'un qui se fiche un petit peu de sa couture et qui n'attend de voir que le résultat final en fait, de pouvoir porter, et qui s'en fiche qu'il y ait des défauts au point où finalement la robe est trop resserrée et où ça le fera pas.
Après le point qui peut être un peu difficile également, c'est les boutonnières. Il y a beaucoup de boutonnières, mais enfin si vous les faites à la machine, normalement il n'y a pas plus de soucis que ça. Si votre machine n'est pas un peu folle et qu'elle s'amuse pas à péter les aiguilles et à essayer de vous trucider, normalement ça devrait le faire. Voilà, c'est vraiment les points à voir là-dessus, c'est tout. Et bien gérer également le biais par rapport à l'arrondi au niveau de l'ourlet, parce qu'il y a quand même pas mal de biais, donc bien laisser reposer la couture sur un cintre, sur un mannequin, le temps que ça se détende, et revérifier et recouper l'ourlet si besoin. Voilà, c'est vraiment ces points là, sinon il n'y a aucun souci. Vous pouvez aller voir par rapport à la vidéo, tous les soucis que j'ai eu viennent exclusivement du fait que c'était de la bourrette et que ça partait clairement dans tous les sens, parce que ça s'est filoché énormément, à tel point que j'ai dû ressortir ma surjeteuse. J'étais pas tellement contente, mais j'ai été obligée de la ressortir, c'était clairement plus possible, plus ça allait, et moi j'avais une marge de couture. Alors ça va, au niveau du fil de trame, je déterminais encore la marge de couture, j'avais pas de problème là-dessus. Par contre, c'était beaucoup trop difficile pour ça, il fallait que je fasse quelque chose, donc j'ai surjeté, j'ai recalculé l'entièreté de mes marges de couture en fonction de ça, pour être sûre de ne pas avoir de décalage comme je vous l'ai dit. Donc ça m'a demandé un travail énorme, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être rigoureux par rapport à ces marges de couture sur ce modèle là, parce que je le sais. Je n'ai pas, ça va, moi je n'ai pas de décalage ni rien du tout, parce que mon tissu il était quand même, j'ai pas découpé toutes mes pièces tout de suite, certaines ont attendu, ont patienté. Donc forcément ça aide énormément pour ça. Et puis j'avais toujours les repères liés au tracé que j'avais fait avant de couper, donc ça m'a aussi aidé. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut une rigueur sur ce modèle là pour ne pas se planter, parce que sinon je pense que ça peut vite passer d'une couture un peu compliquée à une couture catastrophique. Ensuite là j'ai acheté un patron parce que je voulais, avec la walking skirt que j'ai cousu, je crois que c'était au mois d'octobre-novembre l'année dernière, faire, étant donné qu'il me restait pas mal de lainage, faire un haut qui aille avec. Mais je n'avais pas envie de dénaturer la jupe et je voulais quelque chose qui reste dans les années, début d'année 1900. Et donc j'ai regardé sur Etsy pour pouvoir trouver un patron, et j'ai trouvé celui-ci qui est le chestnut, donc la veste chestnut de pattern couture, et j'ai franchement flashé dessus dès que je l'ai vu. Ça a été une des premières suggestions de Etsy et j'ai adoré. J'ai adoré par rapport à la coupe, à la forme, à la manière dont les boutonnières étaient placées. Mais également, et c'est surtout ça qui m'a le plus convaincue en fait, c'est l'arrière du patron qui a un peu cet effet un peu de queue d'oiseau. Alors ça a un nom, mais je ne le sais plus, ou alors je ne le connais pas. Des fois tout se mélange un peu dans ma tête, et là c'est le cas. Et donc du coup je vais réutiliser le même lainage que pour ma walking skirt pour le terminer et en faire une tenue. Et d'ailleurs, dans l'optique de faire une tenue, j'avais également fait un chemisier. Donc c'est le chemisier, c'est même pas un chemisier en fait, c'est la blouse Kalina, toujours de Stitch Maiden. Donc là c'est pas un partenariat, j'avais acheté le patron. Donc j'avais fait cette blouse dans cette optique là. Donc j'ai déjà la réalisation de la robe sur la chaîne, il y a également la réalisation plus ou moins, puisque j'avais eu des problèmes de caméra à ce moment-là, donc il y a la réalisation de la blouse aussi, donc je vous mettrai en barre de description. Et pour compléter la tenue, je vais faire le veston qui ira avec également. Mais je pense que je vais faire différentes blouses. J'ai une idée de chemisier, pas de blouse, de chemisier cette fois-ci. Mais je verrai, pour le moment c'est pas encore bien déterminé, pour intercaler entre les deux en fonction de mon humeur. Après, j'avais flashé sur un voile de plongée de soie en cherchant des tissus. Donc là ce n'est pas du tout dans les réels que j'ai pu vous proposer. Je ne l'ai même pas filmé en fait, je l'ai cousu dès que je l'ai reçu, et je voulais absolument dans cette soie me faire un kimono. Donc c'est ce que je porte là aujourd'hui. J'ai une vidéo à propos de cette couture, je vous le mets dans la barre de description, et je vais vous montrer les photos au passage également en même temps où je parle. Et donc c'est le kimono, ou plutôt la robe de chambre, robe de soir Kamasya de Suwilo. Et c'est pareil, j'étais en train de regarder sur Etsy pour
pour un kimono et ça a été l'une des premières suggestions. J'ai cliqué dessus clairement pour la photo qui était mise en première page. C'est vraiment la première photo qui m'a interpellée avec ce tissu très léger, très fleuri, bleuté que la créatrice avait mis en photo. J'ai vraiment adoré, j'ai regardé le détail du patron et je n'ai pas cherché plus longtemps en fait de voir si j'allais en trouver un autre. J'ai pris celui-là directement et j'ai adoré coudre ce kimono. Franchement, j'ai adoré, il est très simple, il n'y a pas forcément besoin de suivre les instructions si jamais, comme moi, vous changez l'entièreté de la construction parce que moi je n'ai pas surjeté, je n'ai pas du tout surjeté, j'ai tout fini en couture à l'anglaise, en couture à la main, je ne l'ai pas non plus doublé pour garder cet effet vaporeux de la soie, je n'avais pas envie de l'alourdir avec une doublure, donc j'ai tout changé, donc je n'ai pas du tout suivi les instructions et ça l'a fait et j'ai envoyé le vlog à la créatrice parce que je voulais quand même montrer ma réalisation et elle a adoré, elle m'a laissé un super commentaire super gentil, vraiment super mignon, c'était vraiment génial d'avoir son retour sur YouTube et son retour aussi sur Insta. Alors franchement si c'est la première fois que vous cousez un kimono, allez-y, foncez sur le sien, il est vraiment très très bien et j'ai déjà l'idée de racheter alors un patron de cette créatrice, je vous en parlerai plus tard une fois que j'aurai décidé vraiment ce que je veux faire, vous verrez dans un prochain vlog. Ensuite je vais passer en couture homme, je vais commencer la couture homme, ça fait un petit moment que je voulais coudre des vêtements hommes, je vous en ai déjà parlé sur Insta, donc vous êtes au courant si vous venez d'Insta et que vous avez vu mes stories à l'époque. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de coudre, de faire de la couture homme, mais je n'avais pas vraiment de modèle pour. Et là j'en ai un, donc du coup je vais faire de la couture homme. Et je suis très très contente de ça. Et j'ai un challenge supplémentaire par rapport à cette couture puisque j'ai acheté un patron qui n'est pas gradé du tout et qui date de 1910, donc c'est une chemise, je vous la mets juste là, je vais devoir tout faire en fait et c'est ce qui, je pense c'est ce qui me motive le mieux, le plus en fait, qui me, qui m'enthousiasme le plus en fait, c'est pouvoir tester la gradation, pouvoir faire des toiles, pouvoir faire les essayages et tout, donc je suis super contente de pouvoir tester ça, de pouvoir voir ça et puis de toute façon il y aura des vidéos. Alors il n'y aura pas des vidéos où ce sera vraiment montré entièrement, ce sera plutôt la couture et je pense que je vous montrerai sur le mannequin ou même peut-être que j'essaierai de le mettre moi. Ça ferait un peu bizarre mais bon j'essaierai peut-être parce que c'est une personne qui ne veut pas apparaître à la caméra et je comprends totalement, je respecte totalement et je n'ai pas à discuter de ça donc voilà. Vous verrez, je sais pas trop comment je vais faire, je vais voir comment je vais me débrouiller mais je voulais absolument une chemise dans ce style là en fait donc je suis super contente de ça. Et donc étant donné que c'est un style plus ou moins parce que c'est pas totalement historique pour le coup, Peaky Blinders, donc dans le style plutôt 1940 ou d'allure 1940, j'ai pris un Marcel. J'aurais pu peut-être essayer de le faire moi-même mais je n'avais absolument aucune idée de comment faire et je suis contente d'avoir pris un patron parce que quand j'ai fait l'assemblage je me suis dit ah oui quand même, ah bah mais j'aurais pas pensé à ça, effectivement, donc je suis assez contente. Et il s'agit d'un patron de Aura Patterns, donc il est juste là et c'est pareil, je l'ai pris sur Etsy. Et là c'est un patron moderne, ce n'est clairement pas un patron ancien, mais qui a un peu cette coupe plus ou moins à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on n'a pas un décolleté plongeant qui arrive aux pectoraux, ni une emmanchure qui descend jusqu'aux côtes. On reste sur des ouvertures, des cols qui sont normales en fait. Il n'y a pas d'échancrure immense, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez basique en fait. Et c'est ce que je voulais pour aller sous cette chemise. Et après pour compléter, donc du coup étant donné que c'est une tenue, j'ai également pris un pantalon.
voilà, qui est de style donc 1940 avec double pince et que je pense je vais réaliser en tweed de laine. Je ne l'ai pas encore trouvé, je suis pas encore sûre étant donné que la chemise sera en marron, en coton marron, donc je ne sais pas trop et je me demande si je vais pas aussi réaliser une veste et peut-être aussi un manteau, voilà, pour vraiment avoir la panoplie complète du style un peu Peaky Blinders. Et je me dis que s'il me reste des chutes, j'essaierai bien de faire un béret et un chapeau dans ce style là, peut-être les deux, peut-être qu'un seul, je ne sais pas. Peut-être style Sherlock Holmes ou casquette de tissu ou un béret, je sais pas. Je verrai, une fois que la tenue sera complète, je pense que ce sera 100 fois plus simple. Moi je vais vous laisser là, j'espère que vous avez aimé ce vlog quand même, je pense qu'il, même au montage, il va être long, il va être assez long. Si vous êtes arrivé jusque là, bravo. Je vais faire quelque chose que je m'étais pourtant dit que je ne ferai jamais mais que je vais faire parce que je pense que le vlog est très long. Mettez-moi en commentaire si vous êtes arrivé jusque là. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un petit smiley, je sais pas moi, une bobine de fil, une pelote de fil, quelque chose en rapport avec le fil dans les smileys, avec l'art du fil et puis comme ça je saurai qui a été jusqu'au bout de cette longue vidéo. En tout cas voilà, moi j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert des références, des patrons et des livres et des objets anciens également, ou redécouvert si vous aviez déjà vu les vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne et pour un vlog couture j'espère.